Il la traitait ainsi derrière son dos. Pour le nouveau chef arrogant du service de chirurgie du Mercy General, Jeremiah Jenkins n'était qu'un boulet, une infirmière âgée, avec une jambe blessée, incapable de suivre le rythme effréné d'un centre de traumatologie moderne. Il lui a dit de dégager. Il lui a dit qu'elle était finie. Il ne savait pas que cette femme qui balayait les éclats de verre avait un niveau d'habilitation supérieur à celui des agences de sécurité du président. Il ne savait pas pourquoi elle boitait. Et il ne s'attendait certainement pas à ce que 4 hélicoptères CH-53K King Stallion atterrissent sur le parking de l'hôpital, déployant une unité de reconnaissance armée, exigeant une seule chose. Où est Angel 6? La pluie à Seattle ne nettoyait pas les choses, elle ne faisait que coller davantage la saleté au trottoir. À l'intérieur du Mercy General Hospital, l'atmosphère était sensiblement la même, collante, humide, et sentant l'antiseptique et la laine mouillée. Jeremiah Jenkins ajusta la telle sur sa jambe gauche, grimaçant légèrement lorsque la pression barométrique baissa. Les broches en titane dans sa jambe lui permettaient de savoir quand un orage approchait avant même les météorologues. Elle avait 52 ans, les cheveux grisonnants tirés en arrière dans un chignon sévère et sans fioriture. Elle portait une blouse propre, mais 2 tailles trop grandes, cachant un corps nerveux et marqué de cicatrices. « Bouge, Jenkins. Vous bloquez le couloir. » La voix claqua comme un coup de fouet. Elle appartenait au Dr. Nathaniel Bennett, le nouveau chef du service de traumatologie de l'hôpital. Bennett avait 35 ans, c'était un prodige issu de l'université Johns Hopkins, avec un ego qui passait à peine par les doubles portes. Il avait des cheveux parfaitement coiffés, une mâchoire qui aurait pu couper du verre et un mépris profond pour tout ce qu'il considérait comme inefficace. Jeremiah ne broncha pas. Elle se contenta de déplacer sa jambe gauche, la traînant légèrement avec ce glissement rythmique que les jeunes infirmières imitaient dans la salle de pause. « Toutes mes excuses, docteur, » dit Jeremiah d'une voix rauque et basse. Elle continua à réapprovisionner le chariot d'urgence, ses mains bougeant à une vitesse qui contrastait avec sa démarche lente. « Nous avons un accident impliquant plusieurs véhicules, » aboya Bennett, s'adressant à la salle, mais en lançant un regard noir à Jeremiah. « J'ai besoin de mon équipe A. Je n'ai pas besoin de poids mort. Jenkins, allez tenir le bureau des admissions, ou mieux encore, allez ranger le placard à fournitures au sous-sol. Quittez simplement l'étage. » Quelques jeunes résidents ricanèrent. L'infirmière Clara, une jeune fille gentille mais timide, tout juste sortie de l'école d'infirmière, eut l'air compatissant, mais détourna rapidement le regard lorsque Bennett posa les yeux sur elle. « Docteur, » dit Jeremiah en marquant une pause, « le bureau des admissions est complet. Et s'il s'agit d'un carambolage sur l'autoroute I-5 pendant cette tempête, vous aurez besoin d'infirmières expérimentées pour le triage. J'ai déjà géré des accidents avec de nombreux blessés. » Bennett éclata d'un rire froid et sec. « De nombreux blessés? Comme une panne de bus en 1990. Regarde-toi, Jeremiah. Tu peux à peine marcher jusqu'à la cafétéria sans être essoufflé. Ici, c'est un service de traumatologie. Ici, tout va très vite. Tu es un handicap. Si un patient se vide de son sang parce que tu n'as pas couru assez vite jusqu'à la banque de sang, c'est moi qui en serai responsable. Je te donne donc un ordre direct. Reste en retrait. Ne t'approche pas de ma salle de traumatologie. » Jeremiah soutint son regard. Ses yeux étaient d'un bleu pâle et glacial qui avaient vu des choses que Bennett ne pouvait même pas imaginer dans ses cauchemars. Pendant une fraction de seconde, quelque chose de dangereux a clignoté derrière eux, une porte en acier qui claquait. « Compris, docteur, » dit-elle doucement. Elle se retourna et s'éloigna en boitant, le bruit sourd de ses pas résonnant dans le silence soudain du couloir. « Je ne sais pas pourquoi les RH ne l'ont pas forcé à prendre sa retraite, » marmonna Bennett à l'oreille de son infirmière en chef, assez fort pour que Jeremiah l'entende. « C'est une relique. » Jeremiah se dirigea vers le poste des infirmières près de l'entrée. Elle s'assit lourdement, se frottant le genou. La douleur était aujourd'hui un grondement sourd, rappelant une crête dans la vallée de Koorongul, un endroit plus sale et plus sanglant que cet hôpital immaculé. Elle sortit de sa poche un petit téléphone Nokia à clapet tout abîmé, un appareil préhistorique qu'elle n'était pas censée avoir dans ce service. Elle vérifia l'écran. Pas de réseau. Elle le rangea. « Ne le laisse pas t'atteindre, Jeremiah, » murmura Clara en s'approchant pour déposer un dossier. « Il est juste stressé. »« Il n'est pas stressé, Clara, » dit Jeremiah, les yeux fixés sur les fenêtres balayées par la pluie. « Il n'a pas été testé. Il y a une différence.
Il dit que tu étais infirmière dans l'armée, demanda Clara. C'est là que tu t'es blessée à la jambe? Jeremiah regarda la jeune fille. Quelque chose comme ça. Un accident pendant l'entraînement. Je suis tombé d'un camion. C'était le mensonge qu'elle racontait depuis 15 ans. Le mensonge était plus sûr. Si elle leur disait la vérité, à savoir que sa jambe avait été brisée par une balle de 7,62 mm tirée par un sniper, alors qu'elle transportait un Navy SEAL sur son dos à travers un champ de mines, ils ne la croiraient pas. Ou pire, les mauvaises personnes découvriraient qu'elle était sortie de l'ombre, à tout le personnel. Le système de sonorisation grésilla dans les tentes. Code orange. Accident avec de nombreuses victimes. Arrivée prévue dans 2 minutes. Préparez-vous à des traumatismes graves. Jeremiah se leva. Accident d'entraînement ou non, elle était infirmière et elle savait reconnaître le bruit d'une tempête quand elle l'entendait. Ce n'était pas seulement un accident de voiture. Les sirènes qui hurlaient au loin semblaient désespérées. Les doubles portes s'ouvrirent brusquement, laissant entrer une rafale de vent et le bruit chaotique de la ville. Les ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur, poussant des civières trempées de pluie et de sang. « Qu'est-ce qu'on a » cria Bennett en enfilant ses gants. Collision à 4 véhicules impliquant un bus de transport pénitentiaire et un convoi de sécurité privée. L'ambulancier en chef hurla, son uniforme trempé. « Nous avons plusieurs blessés par balle, des blessures contondantes, des traumatismes et des brûlures. Des blessures par balle. » Bennett fit une pause. « Je pensais que c'était un accident. Les prisonniers ont tenté de s'échapper après l'accident. Les agences de sécurité privées ont ouvert le feu. C'est une zone de guerre là-bas. Les urgences s'agitèrent soudainement. C'était un chaos organisé, le genre de chaos dans lequel Jeremiah excellait. Mais elle resta près du bureau d'accueil, les mains agrippées au comptoir, obéissant à l'ordre de Bennett. « Restez en arrière. Emmenez ce blessé en traumatologie 1, ordonna Bennett. J'ai besoin d'un Egstat, un jeune homme portant un gilet tactique de la sécurité privée, a été amené sur un brancard, hurlant, se tenant l'abdomen. Ils l'ont emmené, hurla-t-il. Ils ont emmené le général. Bennett ignora les cris. Mettez-le sous sédatif. Il est en état de choc. Non. L'homme se débattit, agrippant la blouse de Bennett avec sa main ensanglantée. Vous ne comprenez pas le prisonnier. Ce n'était pas un transport de prisonniers. C'était une escorte de protection. Ils nous ont tendu une embuscade. Le général est toujours là-bas. Sécurité, immobilisez cet homme, cria Bennett en repoussant la main de l'homme. Il délire. Jeremiah dressa l'oreille. Escorte de protection. Embuscade. Elle s'éloigna du bureau et se dirigea vers l'ambulancier qui avait amené l'homme. De qui le patient parle-t-il? Demanda-t-elle doucement. L'ambulancier secoua la tête, essuyant la sueur de son front. Je ne sais pas, madame. C'était un convoi de SUV noirs. On aurait dit des plaques d'immatriculation gouvernementale. Les prisonniers portaient des cagoules, mais ils avaient des équipements tactiques sous leur combinaison orange. C'était un piège. Jeremiah sentit son sang se glacer. Ce n'était pas une évasion. C'était une extraction. Une autre civière arriva. Celle-ci était entourée de 2 hommes en costume qui saignaient mais restaient debout, leurs armes rangées dans leurs étuis, mais visibles sous leurs vestes. Personne ne le touche sans autorisation. L'un des hommes en costume aboya à l'intention d'une infirmière. « Monsieur, nous sommes dans un hôpital. Vous devez reculer », cria Bennett en s'approchant à grands pas. « Je suis le chef du service des urgences. Je m'occupe de ce patient. » Le patient sur la civière était un homme âgé, inconscient, le visage gris. Il avait une blessure à la poitrine. Jeremiah plissa les yeux depuis l'autre bout de la pièce. Elle reconnut le visage. Même à travers le sang et les années, elle le reconnut. Le général Thomas Bulldog Holloway, l'homme qui avait signé ses papiers de démobilisation, l'homme qui lui avait remis la Silver Star dans une salle fermée du Pentagone et lui avait dit de disparaître pour sa propre sécurité. « Il est tendu », cria Bennett. « Décompression à l'aiguille, tout de suite. » Bennett enfonça une aiguille dans la poitrine du général. Un sifflement d'air s'échappa. Le général haleta, mais ne se réveilla pas. « Emmenez-le au scanner », ordonna Bennett, « et que quelqu'un fasse sortir ces gorilles armés de mon bloc opératoire. »« Nous ne partirons pas », grogna l'un des agents. « C'est une situation de code Sierra. »« Je me fiche que ce soit un code Sesame Street », rétorqua Bennett, son arrogance atteignant son paroxysme. « Ici, c'est moi qui commande. Sortez. » Il se tourna vers son équipe. « Préparez-vous pour l'opération. »
Il a une lacération irrégulière près de l'artère sous-clavière. Je m'en occupe. Jeremiah bougea. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle boitait rapidement, poussant les portes battantes de la salle de traumatologie juste au moment où Bennett coupait la chemise du général. « Arrêtez !» dit Jeremiah. Sa voix n'était pas forte, mais elle transperçait le bruit comme un scalpel. Bennett se retourna. Son visage était lisible. « Jenkins, je vous ai dit de sortir. Vous êtes viré. Appelez la sécurité. » « Docteur, regardez la blessure, » dit Jeremiah en pointant fermement du doigt la poitrine du général. « Ce n'est pas un éclat d'obus. C'est une fléchette à pointe chimique provenant d'un engin explosif improvisé spécialisé. Si vous utilisez un outil standard pour cela, la chaleur activera la neurotoxine dans la pointe. Vous le tuerez et vous tuerez tout le monde dans cette pièce avec les vapeurs. » La pièce devint silencieuse. Les agents en costume fixèrent Jeremiah du regard. Bennett la fixa, puis poussa un grognement d'incrédulité. Une chair à pointe chimique. « Vous avez regardé trop de films, Jenkins. C'est un morceau de métal provenant de la portière de la voiture. Faites-la sortir d'ici. Vérifiez ses signes vitaux, » insista Jeremiah en regardant le moniteur. « Regardez la dilatation des pupilles. Elles sont inégales, mais ce n'est pas dû à un traumatisme crânien. C'est la toxine qui commence à circuler. Regardez la blessure d'entrée. Vous voyez la décoloration bleue autour du bord? Ce sont des résidus de cobalt 9. » Bennett hésita une fraction de seconde en regardant la blessure. Il y avait un léger anneau bleu. « Une coïncidence? » Bennett s'écria. « J'ai un patient qui est en train de mourir. Sécurité. Faites sortir cette infirmière immédiatement. » Deux agents de sécurité de l'hôpital s'avancèrent et saisirent Jeremiah par les bras. « Ne faites pas ça, Bennett! » cria Jeremiah en se débattant contre les agents. « Si vous touchez ce métal, il est mort. Faites-la sortir! » hurla Bennett alors qu'il la traînait en arrière. Jeremiah croisa le regard d'un des agents des services secrets. « Appelez le commandement, » lui cria-t-elle. « Appelez le commandement. Dites-leur que c'est un scénario Viper 3. Dites-leur qu'Angel 6 est sur place. » L'agent fronça les sourcils, le visage empreint de confusion. « Angel 6? » « Dites-le simplement, » cria Jeremiah alors que les portes se refermaient, la coupant de lui. Bennett secoua la tête, se ressaisissant. Incroyable. La maladie mentale est une tragédie. Très bien, Scalpel. Dans le couloir, Jeremiah arracha son bras des mains du jeune agent de sécurité. Lâchez-moi, Miller. Vous me connaissez. Je suis désolé, Jeremiah, dit Miller, l'air contrit. C'est le chef. Je dois vous escorter hors des lieux. Jeremiah ne discuta pas. Elle fouilla dans sa poche et en sortit le Nokia. Elle l'ouvrit. Elle ne composa pas le 911. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 12 ans. Un numéro qui aboutissait directement à un bureau situé dans les sous-sols du Pentagone. Il sonna une fois. « Identifiez-vous, » dit une voix informatisée. « Autorisation Zulu Tango Niner. Ici le lieutenant-commandant Jeremiah Jenkins. Indicatif Angel 6. J'ai un scénario Viper 3 au Mercy General de Seattle. La cible de grande valeur, le général Holloway, est compromise. Les ressources médicales locales sont incompétentes et sur le point de déclencher un événement biologique. Je demande une extraction immédiate et une intervention médicale. » Il y eut une pause, un silence qui dura 5 secondes, puis une voix humaine se fit entendre. Une voix qui ressemblait à du gravier craquant sous des bottes. « Angel 6, mon Dieu, nous vous croyons mort. »« Pas encore, » dit Jeremiah, appuyé contre le mur, la jambe douloureuse. « Mais le général est sur le point de l'être. J'ai besoin de la cavalerie, Jack, et j'en avais besoin il y a 5 minutes. Tiens bon, Angel. Le 1er bataillon de Marines effectue un exercice à Lewis McCord. Ils sont dans les airs. Arrivée prévue dans 4 minutes. Dis plutôt 3, dit Jeremiah avant de raccrocher. Elle regarda Miller, le garde de sécurité. « Miller, tu me fais confiance? » « Jeremiah, tu me fais peur. »« Tant mieux. Cela signifie que vous êtes attentive. Ne laissez personne entrer dans la salle de traumatologie. Et pour l'amour de Dieu, éloignez-vous des conduits de ventilation. » Dans la salle de traumatologie, Bennett abaissa le stylo électrique vers le métal déchiqueté qui dépassait de la poitrine du général Holloway. « Heure de l'incision, » commença Bennett. « Thoop, thoop, thop, thwop. » Le bruit commença par une vibration dans le plancher. Puis les fenêtres se mirent à vibrer. Ensuite, les tasses sur les plateaux métalliques se mirent à danser. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'infirmière Clara en levant les yeux vers le plafond.
Le bruit s'intensifia jusqu'à devenir un rugissement assourdissant. Ce n'était pas le vrombissement irrégulier d'un hélicoptère de presse. C'était le martèlement rythmique et lourd de rotors militaires, de multiples rotors. Dehors, le ciel s'assombrit alors que 4 formes massives descendaient, bloquant les lumières de la rue. Le souffle des hélices aplatit les buissons décoratifs devant l'entrée des urgences et fit rouler les poubelles dans la rue. Bennett leva les yeux vers le scalpel qui planait à quelques centimètres de la poitrine du général. Que se passe-t-il? Le bruit à l'extérieur des portes des urgences transcendait le son. C'était une véritable onde de choc. Le souffle de 4 CH-53K, King Stallions, les hélicoptères les plus lourds de l'arsenal militaire américain, transforma le parking de l'hôpital en un maelstrom de débris volants, de pluie et de fumée de diesel. Les alarmes des voitures retentirent, se joignant à la cacophonie des rotors. Dans le hall, les patients s'éloignèrent des fenêtres, tandis qu'une benne à ordures était soulevée par le vent et projetée contre une ambulance garée. Le gardien de sécurité Miller, qui venait d'accompagner Jeremiah à la sortie, a été déséquilibré. « Est-ce que c'est la garde nationale? » a-t-il crié pour couvrir le vacarme. Jeremiah n'a pas bronché. Elle est restée figée sur place, les yeux fermés pendant une fraction de seconde pour se recentrer. « Non, Miller, » a-t-elle répondu d'une voix calme au milieu de la tempête. « C'est le corps des Marines des États-Unis, plus précisément une unité radar de March. Ils ne font pas de secours en cas de catastrophe. Ils font de l'acquisition de cibles. » L'hélicoptère de tête atterrit en plein milieu de l'allée, écrasant une fontaine décorative. Sa rampe arrière s'abaissa avec un bruit hydraulique avant même que les roues ne se stabilisent. Une douzaine de silhouettes vêtues d'équipements de combat multicam complets, casques avec lunettes de vision nocturne relevées et carabines M4 tenues en position basse, sortirent en courant de l'arrière. Ils se déplaçaient avec une précision fluide et terrifiante qui faisait passer l'arrivée précédente de l'équipe de sécurité privée pour une opération amateur. Ils ne couraient pas. Ils se déplaçaient avec fluidité. Ils se sont regroupés devant les portes coulissantes en vers de l'entrée des urgences, sécuriser le périmètre. Personne n'entre, personne ne sort. Une voix a retenti dans le système de communication qui semblait résonner partout. Les portes coulissantes ne s'ouvraient pas assez vite. Le marine en tête brisa la vitre avec la crosse de son fusil, dégageant le cadre d'un seul mouvement fluide. L'équipe fit éruption dans le hall. Les viseurs laser des armes transperçaient l'air humide. « Les mains! Montrez-moi vos mains! » crièrent-ils d'une voix synchronisée et écrasante. Les patients et le personnel se jetèrent à terre, terrifiés. Le Dr. Albright, chef du service de pédiatrie, resta figé près des distributeurs automatiques, laissant tomber son café. Un capitaine de marine imposant, dont le gilet arborait l'écusson représentant un poignard et un crâne, se dirigea droit vers le bureau des admissions. L'infirmière Clara se recroquevillait derrière le comptoir. Le capitaine frappa du poing ganté sur le comptoir. « Qui est le médecin traitant chargé de la cible de grande valeur amenée il y a 10 minutes? » « Le général Thomas Holloway. » Clara balbutia, pointant un doigt tremblant vers les portes de la salle de traumatologie. « Le Dr. Bennett. Traumatologie 1. » Le capitaine se tourna vers son équipe. « Équipe Alpha, sécurisez le couloir. Équipe Bravo. Pénétrez dans la salle de traumatologie 1. Les règles d'engagement sont actives. Si vous voyez une menace pour la cible de grande importance, neutralisez-la. » Miller, le gardien de sécurité, trouva son courage. Il se plaça devant le capitaine, posant une main sur son taser. « Monsieur, vous ne pouvez pas faire éruption ici avec des armes automatiques. C'est un hôpital privé. Je dois voir une pièce d'identité ou un mandat. » Le capitaine des marines ne ralentit même pas. Il repoussa Miller en voyant le jeune garde glisser sur le sol en linoléum. « Fiston, je suis un marine des États-Unis. Mon mandat, c'est la Constitution et les 4000 cartouches que mon équipe transporte. » Restée à terre, Jeremiah observait depuis l'ombre près de l'entrée du couloir. Elle reconnut les tactiques de l'unité. Elle reconnut l'urgence. Elle sortit de derrière le mur, boitant fortement, et se dirigea vers le milieu du couloir, directement sur le chemin de l'équipe Bravo qui avançait. L'homme de tête leva son arme, un point laser rouge apparaissant sur la blouse de Jeremiah. « Madame, mettez-vous à terre immédiatement. » Jeremiah ne bougea pas. Elle se tint droite, ignorant la douleur dans sa jambe, et regarda directement le capitaine qui s'approchait. « Capitaine Reed, » dit Jeremiah d'une voix calme, « vous avez mis du temps.
Il y avait beaucoup de circulation sur la I-5 ce soir. Le capitaine se figea. Il fit signe à son équipe de ne pas tirer. Il s'approcha de Jeremiah, la dominant de toute sa hauteur, et la regarda dans les yeux, d'un bleu glacial. Une lueur de reconnaissance suivie d'un profond choc traversa son visage endurci. « Mère de Dieu », murmura Reed. Il baissa son arme. « Commandant Jenkins, on nous a dit que vous aviez été tué au combat lors de l'opération Red Wings 2. Les rumeurs concernant ma mort ont été grandement exagérées pour des raisons de sécurité opérationnelle, » répondit Jeremiah d'un ton sec. « Mais le général va être tué au combat si vos hommes ne pénètrent pas dans cette pièce. Bennett est sur le point d'utiliser un scalpel thermique sur un Cobalt 9 fait. » Le visage de Reed pâlit sous son casque. Il tapa sur son communicateur. « Brèche, brèche, brèche. Action hostile imminente dans la salle de traumatologie 1. Allez-y. » À l'intérieur de la salle de traumatologie 1, le docteur Nathaniel Bennett transpirait, mais il ressentait une exaltante sensation de contrôle. L'infirmière agaçante avait disparu. Les agents importuns le regardaient en silence. Il était sur le point de sauver une vie à sa manière. « Le crayon chirurgical est chaud », annonça le technicien chirurgical en lui tendant l'instrument. Bennett approcha la pointe incandescente du métal déchiqueté dans la poitrine du général Holloway. Un léger filet de fumée s'éleva lorsqu'il s'approcha de la peau. Crash! Les doubles portes de la salle de traumatologie s'ouvrirent avec une telle force que l'une d'elles se détacha de sa charnière supérieure. 4 marines envahirent la pièce, leur présence aspirant instantanément l'oxygène de ce petit espace. « Ne bougez plus! Lâchez ça! Lâchez votre arme! » Bennett leva les yeux, perplexe, et vit 4 carabines pointées directement sur sa tête. Les points rouges des lasers dansaient sur son front et sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est que ça? » hurla Bennett, sa main tremblante tenant le crayon chirurgical toujours suspendu à quelques centimètres de la poitrine du général. « Sortez de mon bloc opératoire. J'ai un patient dans un état critique. » L'un des agents des services secrets dans le coin, réalisant ce qui se passait, sortit son arme. « Identifiez-vous. Marine des États-Unis. » aboya le chef de l'équipe d'intervention. « Baissez votre arme, agent, ou nous la baisserons pour vous. » L'agent, reconnaissant la puissance de feu supérieure et l'équipement distinctif des opérateurs de niveau 1, rangea lentement son arme et leva les mains. « Nous sommes une équipe de protection. Nous sommes amis. » Le Marine reporta son attention sur Bennett. « Docteur, dis-je, lâchez l'appareil immédiatement. C'est de la folie. » Il se vide de son sang, hurla Bennett, son ego refusant d'accepter la réalité de la situation. « Je suis le chef du service de traumatologie. » Le capitaine Reed entra dans la pièce, rangea son fusil dans son étui et sortit son arme de poing. Il se dirigea directement vers la table d'opération, ignorant complètement Bennett, et examina la blessure. « Cobalt 9, » marmonna Reed. Il regarda Bennett avec un dégoût évident. « Vous étiez sur le point de tuer tout le monde dans ce bâtiment, espèce d'arrogant fils de... » Reed activa sa radio. « Cible sécurisée. Situation critique. Le site est compromis chimiquement. Lancez des protocoles de sécurité pour la zone environnante. » Il se tourna vers l'agent des services secrets. « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? » « Nous ne savions pas, » répondit l'agent, pâle. L'infirmière, la vieille infirmière l'avait mentionné, mais il l'avait fait renvoyer. Reed serra les mâchoires. Il s'approcha de Bennett, lui arracha le crayon de la main et le jeta à travers la pièce. Il heurta bruyamment le corlage. « Vous êtes relevé de vos fonctions, docteur, » dit Reed. « Vous ne pouvez pas faire ça, » bredouilla Bennett. « Qui va l'opérer? »« Vous, il a besoin d'un chirurgien vasculaire. »« Non, » dit calmement Reed, « il a besoin d'Angel 6. » Bennett eut l'air perplexe. « Qui? » Reed se tourna vers la porte brisée. Dégagez le passage. Les Marines s'écartèrent. Jeremiah Jenkins entra. Le bruit des rotors à l'extérieur avait légèrement diminué, mais la tension dans la pièce était palpable. Elle boita jusqu'au bord du chambre stérile. Elle regarda le moniteur, puis la blessure. Elle ne regarda pas Bennett. « Infirmière Clara », dit Jeremiah d'une voix qui prenait un ton d'autorité absolue que personne parmi le personnel n'avait jamais entendu auparavant. « J'ai besoin d'un scalpel Cold Steel de taille 10, pas d'électricité. J'ai besoin de 2 pinces Satinsky. J'ai besoin d'un flacon d'hydromorphone, pas de morphine. La morphine interagit avec la toxine. Et apportez-moi un kit de pontage portable au cas où. » Clara, les yeux écarquillés, acquiesça vigoureusement et courut chercher le matériel.
Bennett fixa Jeremiah comme si elle avait une deuxième tête. « Que faites-vous, Jenkins? Vous êtes infirmière. Vous ne pouvez pas toucher ce patient. Vous perdrez votre licence. Je vous reverrai en prison. » Jeremiah le regarda enfin. Ce n'était pas un regard de colère. C'était un regard de profonde pitié. « Dr. Bennett, dit-elle doucement, avant de nettoyer le vomi dans votre service des urgences, j'étais chef spécialiste en traumatologie pour la JC Task Force 121. J'ai retiré plus de ces fléchettes de bons hommes à l'arrière de Humvees en mouvement que vous n'avez retiré des chardes de doigts. » Elle tendit la main et Clara lui mit une paire de gants stériles. Jeremiah les enfila d'un geste sec. « Capitaine Reed, dit Jeremiah sans lever les yeux alors qu'elle commençait à draper le patient. Sortez ce civil de mon bloc opératoire. Il contamine mon champ stérile. Reed fit signe à deux de ses marines. Ils attrapèrent Bennett par les bras. Non, vous ne pouvez pas. C'est mon hôpital. Bennett hurlait tandis qu'il le traînait hors de la salle de traumatologie. Ses protestations furent interrompues lorsque les portes se refermèrent. La pièce redevint silencieuse, à l'exception du bip du moniteur et de la respiration lourde des marines qui gardaient le périmètre. Jeremiah prit le scalpel des mains de Clara, dont la main, rugueuse et marquée de cicatrices, était parfaitement stable. Le tremblement qui l'affectait parfois lorsqu'elle était fatiguée avait disparu, remplacé par la mémoire musculaire de 1000 batailles oubliées. « Très bien, général, » murmura-t-elle à l'homme inconscient. « Retirons cette chose répugnante de votre corps avant que Bulldog ne découvre que vous avez baissé votre garde. » La salle de traumatologie, habituellement un lieu où régnait une urgence contrôlée, ressemblait désormais à l'intérieur d'une unité de déminage. L'air était chargé d'une tension tacite. Tout le monde dans la pièce savait qu'un seul faux mouvement avec le métal qui dépassait de la poitrine du général Holloway pouvait déclencher une condamnation à mort certaine. Jeremiah travaillait avec une concentration singulière. La douleur dans son fémur brisé n'était qu'un lointain bruit de fond, repoussé par des années d'entraînement à compartimenter la souffrance. « Clara, aspiration », ordonna Jeremiah doucement. Elle ne coupait pas comme un chirurgien normal. Elle disséquait autour du canal de la plaie avec une lenteur minutieuse, n'utilisant que le métal froid du scalpel et des pinces émoussées. Elle ne pouvait pas utiliser de cartilage pour arrêter le saignement. Elle devait donc clamper chaque petit vaisseau manuellement. La tension artérielle de l'anesthésiste est en baisse. « Docteur, » murmura Park, la voix tendue par la peur. « 90/60. Le rythme cardiaque augmente. 130. Il métabolise la toxine plus rapidement à cause de la perte de sang. » Jeremiah dit, « Captain Reed, avez-vous apporté la trousse de secours? » Le capitaine Reed, qui montait la garde près de la porte, acquiesça et sortit une maillette pélican noire et rigide de son sac. Il l'ouvrit pour révéler plusieurs seringues pré-remplies portant des étiquettes rouges inquiétantes. « L'antidote doit être administré immédiatement une fois que le flachet a été retiré, » dit Reed en plaçant la maillette sur un support stérile près de Jeremiah. « Mais vous connaissez le protocole. Si vous l'administrez avant que le métal ne soit retiré, il réagit avec le noyau de cobalt et provoque un arrêt cardiaque instantané. »« Je m'en souviens, » dit Jeremiah, le front couvert de sueur sous son bonnet chirurgical. Le fléchette métallique avait l'air redoutable, une fléchette de 7,5 cm avec des ailettes en forme de barbe conçues pour déchirer la chair en sortant. Elle était logée dangereusement près de l'artère et de la veine sous-clavière, les principales voies sanguines reliant le bras et la tête. « Elle s'est enroulée autour de la veine, » murmura Jeremiah en regardant l'incision. « J'ai besoin de plus de rétraction. Clara, tiens ça doucement. Si tu glisses, il se videra de son sang en 10 secondes. » Les mains de Clara tremblaient violemment. « Jeremiah, je ne pense pas que je puisse. » Jeremiah leva les yeux, son regard croisant celui de Clara par-dessus son masque. « Oui, tu peux. Regarde-moi. Ne regarde pas le sang. Regarde juste la pince. Tu es stable. Tu es capable. Tiens. » Clara prit une profonde inspiration, déglutit péniblement et saisit l'écarteur. Ses tremblements s'atténuèrent. Jeremiah poursuivit son travail pénible. Elle devait libérer les barbes du tissu veineux délicat sans entailler la paroi. C'était comme essayer de désamorcer une bombe tout en enfilant une aiguille dans le noir. 30 minutes s'écoulèrent. Les seuls bruits étaient ceux du moniteur et les coups de pince occasionnels de Jeremiah. Dehors, le rugissement des hélicoptères avait enfin cessé, leur moteur s'étant arrêté.
mais le bruit des bottes dans le couloir rappelait constamment le siège. « OK. » Jeremiah expira lentement. C'est libéré du faisceau vasculaire. Je suis prête à extraire. Elle saisit la base de la chair avec une pince à verrouillage lourd. Dr. Park, préparez-vous à l'accident, avertit Jeremiah. Quand ça sortira, sa pression va chuter. Préparez-vous à injecter des fluides et à appuyer sur mon signal. Prêt, murmura Park. Capitaine Reed, préparez l'antidote. Reed s'avança, une seringue suspendue au-dessus du porte-avoir du général. À 3, dit Jeremiah. 1, 2, 3, dit-elle en tirant. Le métal barbelé résista un instant, déchirant les tissus avant de se libérer dans un bruit écœurant. Du sang jaillit immédiatement dans la cavité. Le moniteur cardiaque changea instantanément de rythme, passant d'un bip rapide à une sirène erratique et terrifiante. « VIB, il est dedans! VIB! » hurla Park. « Les palettes du chariot d'urgence! »« Poste de palettes !» rugit Jeremiah en laissant tomber la chair ensanglantée dans un bac métallique. Le choc électrique va enflammer les résidus de toxines restant dans le sang. Code chimique uniquement. Poussez. Épi. Poussez l'antidote maintenant. Reed enfonça le piston de la seringue. Jeremiah enfonça ses mains gantées profondément dans la cavité thoracique ouverte du général. « Que faites-vous » hurla Clara. « Un massage cardiaque ouvert !» grogna Jeremiah, ses mains serrant le cœur du général, pompant physiquement le sang manuellement parce que son propre système électrique avait cessé de fonctionner. « Allez, Tom, ne meurs pas maintenant. C'est un ordre, soldat. » Elle pressait de manière rythmée, désespérément. Le moniteur affichait une ligne plate. « Poussez encore de l'épinéphrine » ordonna Jeremiah, la sueur coulant dans ses yeux. Les minutes s'étiraient. Les bras de Jeremiah brûlaient. Sa jambe blessée protestait contre l'angle dans lequel elle se tenait, une douleur brûlante lui transperçant la hanche. « Jeremiah, ça fait 3 minutes, » dit doucement le Dr. A. Park. « Il est parti. Il n'est pas parti tant que je ne l'ai pas dit. » Jeremiah grogna sans cesser les compressions rythmiques. « J'ai porté cet homme sur 3 kilomètres avec une jambe cassée dans l'Hindu Kush. Je ne vais pas le perdre dans un hôpital stérile de Seattle. » Elle serra plus fort, mettant tout son poids dans le mouvement, ignorant la douleur dans son propre corps. Bip. Tout le monde se figea. Bip, bip. Un rythme apparut sur le moniteur, lent, faible, mais présent. Jeremiah retira ses mains de sa poitrine, haletant, s'appuyant lourdement contre la table d'opération. Rythme sinusal. Nous l'avons ramené. Elle baissa les yeux vers sa jambe. Le sang s'écoulait à travers son pantalon chirurgical, là où la telle s'était enfoncée dans sa peau pendant l'effort. Les portes s'ouvrirent lentement. Nathaniel Bennett se tenait là, flanqué de 2 marines qui ne le retenaient plus, se contentant de le surveiller. Il était pâle, dépouillé de son arrogance, fixant le moniteur qui montrait un patient vivant. Il regardait Jeremiah, vraiment. Il la regardait peut-être pour la première fois. Les cheveux gris, la blouse mal ajustée, la posture de quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques, et les mains qui venaient d'accomplir un miracle. « Vous, Bennett, commença-t-il d'une voix creuse. Vous êtes vraiment Angel 6. » Jeremiah ne lui répondit pas. Elle se tourna vers le capitaine Reed. « Capitaine, le général est stable pour le transport. Emmenez-le à Walter Reed. Cet hôpital n'est pas assez sécurisé pour son rétablissement. »« Oui, madame, dit Reed avec une note de profond respect dans la voix. « Et vous, commandant, l'hélicoptère de sauvetage a une place libre. » Jeremiah regarda autour d'elle Claire Arara, qui la regardait comme si elle était une super-héroïne, le Dr. Park, qui essuyait des larmes de soulagement, et l'hôpital où elle s'était cachée pendant 5 ans. « Non, dit Jeremiah doucement, en retirant ses gants ensanglantés. « Ma guerre est terminée, capitaine. Je pense que je vais rester ici et finir mon service. Je crois que le placard à fourniture au sous-sol a encore besoin d'être rangé. » L'adrénaline qui avait soutenu l'équipe de traumatologie pendant l'opération commença à retomber, remplacée par une fatigue nerveuse. Mais la nuit était loin d'être terminée. Alors que le général Holloway était préparé pour le transport par une unité médicale militaire spécialisée arrivée dans la 2e vague d'hélicoptères, l'atmosphère dans l'aile administrative du Mercy General était toxique. Le Dr. Nathaniel Bennett était assis dans le bureau du directeur de l'hôpital, Marcus Sterling. Bennett n'était plus la figure imposante qui aboyait des ordres. Il était débraillé, sa blouse tachée de sueur,
les mains tremblant légèrement alors qu'il serrait une tasse d'eau tiède. Le directeur Sterling, un homme qui se concentrait habituellement sur les écarts budgétaires et les relations avec les donateurs, semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. La fenêtre de son bureau donnait sur le parking où les énormes hélicoptères marins étaient toujours stationnés, leur rotor tournant lentement, gardés par des hommes qui semblaient avoir mangé du béton au petit déjeuner. « Expliquez-moi, dit Sterling d'une voix dangereusement calme, pourquoi le corps des Marines des États-Unis vient-il d'envahir mon hôpital? Expliquez-moi pourquoi j'ai dans ma salle de réveil un général 4 étoiles qui a failli être tué par mon chef du service de traumatologie. Et expliquez-moi pourquoi l'infirmière que vous avez essayé de licencier donne actuellement des ordres à un colonel dans le parking. » Bennett leva les yeux, le regard hagard. « Elle a usurpé mon autorité, Marcus Jenkins. Elle est instable. Elle a agressé physiquement la sécurité. Elle a enfreint le protocole. Je suivais les directives standards en matière de traumatologie. Les directives standards ne s'appliquaient pas aux chairs imprégnées de produits chimiques provenant d'armes classifiées. » Nathaniel Sterling frappa du poing sur le bureau. Si elle n'était pas intervenue, cet hôpital serait aujourd'hui un site dangereux. Nous serions responsables de la mort d'un membre de l'état-major interarmé. La porte du bureau s'ouvrit sans qu'on frappe. Le capitaine Reed entra. Il ne portait plus son casque, révélant une coupe en brosse et des yeux qui semblaient avoir vu la courbure de la terre depuis très haut. Il portait un épais dossier noir estampillé de lettres rouges, yeux seulement, autorisation magique. Il ne demanda pas la permission d'entrer. Il se dirigea simplement vers le bureau de Sterling et déposa le dossier sur les papiers de Bennett avec un bruit sourd. « Messieurs, dit Reed, nous devons faire un débriefing. » Bennett ricana, essayant de retrouver un peu de sa dignité. « Je ne réponds pas à l'armée. Je suis un médecin civil. »« Vous répondez à l'homme dont vous avez failli finir la vie, » dit Reed froidement. « Et vous répondez à la femme qui a sauvé votre carrière d'une accusation d'homicide involontaire. » Reed ouvrit le dossier. Il en sortit une photo. Elle était granuleuse, prise de loin dans un environnement désertique. Elle montrait une jeune Jeremiah Jenkins en tenue de combat complète, portant un soldat blessé sur son épaule, tout en ripostant avec une arme de poing. « Vous l'appelez là, dit Reed en regardant Bennett. Vous vous moquez de sa boiterie? Vous voulez savoir comment elle l'a eu? » Bennett resta silencieux, fixant la photo. « 2009, province de Kuna, opération Red Wings 2, récita Reed de mémoire. Le lieutenant-commandant Jeremiah Jenkins, indicatif Angel 6, était l'infirmière en chef du 160e SOAR. Son hélicoptère fut abattu sous un feu nourri de roquettes. Les pilotes furent tués sur le coup. L'équipe SEAL à bord était dans un état critique. Reed sortit une autre photo. Elle montrait l'épave d'un hélicoptère. Elle avait sorti 4 hommes du fuselage en feu. Elle les avait traînés sur 3 miles jusqu'à un point d'extraction. Pendant le déplacement, elle avait été prise pour cible par des combattants ennemis. Elle avait reçu une balle dans le fémur qui l'avait brisé. Elle n'avait pas arrêté. Elle avait appliqué un bandage sur sa propre jambe, s'était injecté de l'adrénaline et avait continué à tirer. Elle a refusé de monter à bord de l'hélicoptère médicalisé tant que tous ses patients n'étaient pas à bord. Reed s'est penché vers le visage de Bennett. Le chirurgien qui lui a reconstruit la jambe a déclaré que la perte de densité osseuse et les lésions nerveuses rendraient la marche impossible. Elle est sortie de l'hôpital Walter Reed 6 mois plus tard. Elle a pris sa retraite avec la Navy Cross, la Silver Star et la Purple Heart. Elle a choisi de travailler ici dans ce service d'urgence civile parce qu'elle voulait continuer à servir. Et vous l'avez traitée comme une femme de ménage. Bennett sentit le sang se retirer de son visage. Il regarda le dossier, les lignes caviardées, le poids écrasant de l'histoire qui se trouvait devant lui. Il l'avait traité de relique. Il l'avait traité de poids mort. « Je ne savais pas », murmura Bennett. L'ignorance n'est pas une excuse pour l'arrogance. Le docteur Reed a dit que le général Holloway était réveillé. Il veut voir son chirurgien et il ne parle pas de vous. La chute d'adrénaline qui suit une situation de combat est souvent décrite par les soldats comme un « crash gris ». C'est un poids physique, une perte soudaine de couleur et de son dans le monde. À mesure que l'instinct de survie s'estompe, le corps se souvient qu'il est humain, fragile et épuisé. Pour Jeremiah Jenkins, le crash l'a frappé dans la salle de désinfection à côté de la salle de réveil. Elle était assise sur un petit tabouret en bois, le dos voûté, le front appuyé contre le métal froid d'un casier.
La blouse bleue trop grande qu'elle avait remise lui semblait lourde. Sa jambe gauche, celle qui avait fait l'objet de tant de moqueries, lui faisait actuellement très mal. La tige de titane à l'intérieur de son fémur palpitait au rythme de son cœur, un rythme irrégulier, souvenir d'un ancien traumatisme réveillé par les efforts de la nuit. Elle se pencha et massait la cicatrice à travers le tissu, ses doigts traçant le contour d'une blessure qui aurait dû la tuer il y a 15 ans dans l'Hindu Kush. Jeremiah. La voix était hésitante. Jeremiah leva les yeux et vit l'infirmière Clara debout dans l'embrasure de la porte. La jeune femme avait changé. La fille timide et terrifiée qui sursautait au cri du Dr. Bennett avait disparu. À sa place se trouvait une infirmière qui avait tenu un écarteur pendant qu'une bombe était désamorcée à l'intérieur d'un thorax humain. « Il te demande, » dit Clara doucement, les yeux écarquillés, mélangeant admiration et incertitude. Les Marines, les Coast-Guard cravates, le directeur Sterling, ils sont tous devant la chambre du général. Jeremiah poussa un long soupir saccadé et s'aida du casier pour se relever. « Je ne suis qu'une infirmière de salle, Clara. Mon service se termine dans 20 minutes. Tu n'es pas seulement une infirmière de salle, murmura Clara en s'écartant pour laisser passer Jeremiah. J'ai cherché Angel 6 sur Google pendant ma pause. Le dossier est censuré, mais les forums... Jeremiah, ils désignent que tu es une légende. Ils désignent que c'est grâce à toi que les pilotes du 160e transportent une trousse médicale supplémentaire. Jeremiah s'arrêta et adressa à la jeune fille un sourire fatigué et timide. Ne crois pas tout ce que tu lis sur Internet, Clara. J'étais surtout têtu. Jeremiah boitait dans le couloir. L'atmosphère dans l'aile des soins intensifs avait radicalement changé. Auparavant, l'air était imprégné d'une odeur âcre et acide de panique. À présent, il était lourd d'un silence solennel et respectueux. 2 marines en tenue de combat complète montaient de la garde devant la chambre 404, leur carabine M4 en bandoulière. Lorsque Jeremiah s'approcha, ils ne lui demandèrent pas ses papiers d'identité. Ils ne l'arrêtèrent pas. Simultanément, ils claquèrent des talons et s'écartèrent, baissant la tête dans un signe de tête brusque. C'était un geste de respect, habituellement réservé aux officiers supérieurs, et non aux infirmières civiles aux jambes mal en point. Jeremiah entra dans la chambre. La lumière du matin commençait tout juste à filtrer à travers les stores, peignant des rayures grises et dorées sur le lit. Le général Thomas Bulldog Holloway avait l'air pâle. Les électrodes cardiaques collées sur sa poitrine étaient visibles sous la blouse d'hôpital, mais il était assis. La résilience de cet homme était terrifiante. Il était en arrêt cardiaque moins d'1 heure auparavant. Et maintenant, il examinait une carte tactique sur une tablette posée sur ses genoux. Il leva les yeux lorsque la porte se referma. Ses yeux, toujours gris et entourés des rides d'1 millier de décisions de commandement, s'adoucirent. « Au rapport, commandant Holloway », dit-il d'une voix rauque mais ferme. Jeremiah ne salua pas. Elle s'approcha du lit et vérifia les paramètres de la pompe à perfusion. « Vos signes vitaux sont stables, général. Votre tension artérielle est de 110/70. Vous avez de la chance. Si cette balle avait été 3 mm plus à gauche, vous seriez en train de vous expliquer devant Saint-Pierre en ce moment. Je n'ai jamais été doué pour m'expliquer. » Holloway gloussa, puis grimaça en serrant sa poitrine. « C'est pour ça que je t'ai gardé à mes côtés. Tu parlais. Je tirais. » Il tendit la main tremblant légèrement et recouvrit la sienne. Sa peau était rugueuse, cailleuse, une main de soldat. « Jack Reed m'a raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'ils avaient essayé de te jeter dehors. Il m'a dit que Bennett avait failli me cuire vivant avec un crayon chauffé au corps. Il ne savait pas, Tom. » Jeremiah dit doucement, utilisant son prénom pour la première fois depuis des années. C'est une technologie classifiée. Il a vu un morceau de métal. Il voulait arrêter le saignement. Il suivait le protocole. Il suivait son ego. Holloway cracha la colère qui brûlait dans ses yeux et il t'a jugé. C'est un péché impardonnable, Jeremiah. Dans notre monde, on ne regarde pas l'uniforme. On regarde les capacités. Il a regardé ta jambe et a décidé que tu n'avais aucune valeur. Ce genre d'aveuglement tue des hommes. C'est un civil, protesta doucement Jeremiah. Il voit une boiterie. Il voit une faiblesse. Il ne sait pas que cette boiterie est un trophée. Eh bien, il est sur le point de la prendre, marmonna Holloway en regardant vers la porte. Comme si c'était prévu, la porte s'ouvrit. Le directeur de l'hôpital, Marcus Sterling, entra le premier, l'air d'un homme marchant vers son exécution.
Derrière lui se trouvait le capitaine Reed Stonefaced et à l'arrière, le docteur Nathaniel Bennett. Bennett était un homme brisé. Sa blouse de laboratoire immaculée avait disparu. Sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille et ses yeux rougis. L'arrogance qui le protégeait du monde avait disparu, sans même laissant apparaître un homme à vif et terrifié. Sterling s'éclaircit la gorge. Well Jenkins, général, nous avons terminé notre enquête interne sur l'incident. Holloway ne regarda pas Sterling. Il fixa Bennett du regard. Avancez, docteur. Bennett s'avança en traînant les pieds. Il ne pouvait pas croiser le regard de Jeremiah. Il regarda le sol, puis l'écran du général, puis enfin Jeremiah, avec douleur. J'ai remis ma démission, dit Bennett d'une voix creuse. Le directeur Sterling l'a acceptée. Elle prend effet immédiatement. Jeremiah resta silencieuse, le visage impassible. Je voulais, balbutia Bennett, forçant les mots à sortir. Le capitaine Reed m'a montré le dossier, l'opération Red Wings, l'extraction, la rééducation. Il prit une inspiration tremblante. Je vous ai dit de vous retirer. Je vous ai dit que vous étiez un handicap. Je vous ai convoqué chez moi. La pièce était plongée dans un silence de mort. J'avais tort, murmura Bennett, les larmes coulant de ses yeux. Je n'avais pas seulement tort sur le plan médical, j'avais tort sur le plan moral. Vous possédez des compétences dont je ne peux que rêver. Tu as sauvé la vie de cet homme alors que j'étais sur le point d'y mettre fin. Tu es le meilleur médecin dans cette pièce, peu importe les lettres qui suivent ton nom. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti son badge d'identité, celui qui indiquait « chef du service de traumatologie ». Il l'a posé sur la table de chevet à côté de la main de Jeremiah. « Je suis désolé, » a dit Bennett. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu saches que je te vois tel que tu es maintenant. » Jeremiah regarda le badge, puis Bennett. Elle vit la destruction de l'image qu'un homme avait de lui-même. Il aurait été facile d'enfoncer le couteau dans la plaie. Il aurait été facile de lui dire de partir pour lui renvoyer les mots qu'il lui avait criés tant de fois. Mais Jeremiah Jenkins n'avait pas survécu à Coronel Valley en étant mesquine. Elle avait survécu en étant une protectrice. Elle tendit la main et prit le badge. Elle le tint un instant, puis tendit la main et le remit dans la paume de Bennett. Bennett leva les yeux, stupéfait. « Gardez-le, » dit Jeremiah fermement. « Vous êtes un chirurgien hors pair, Nathaniel. Vos mains sont sûres. Vos connaissances sont vastes. Vous avez juste un problème de vision. » Elle tapota sa propre tempe. Vous devez cesser de voir des titres et commencer à voir des personnes. Vous gardez ce badge, mais vous devez le mériter chaque jour. Traitez le concierge avec le même respect que vous traitez le général. Si j'apprends que ce n'est pas le cas, je demanderai au capitaine Reed de revenir vous rendre visite. Nous sommes d'accord? Bennett serra le badge comme une bouée de sauvetage, sanglotant ouvertement. Il acquiesça vigoureusement. Oui, oui, madame. Merci. Merci. Sortez d'ici. Holloway grogna, mais son ton était moins menaçant qu'auparavant. Allez vous laver les mains. D'autres patients ont besoin de vous. Bennett s'enfuit de la pièce. Un homme à qui on avait donné une seconde chance qu'il ne méritait pas, mais qu'il ne gaspillerait jamais. Le capitaine Reed regarda sa montre. « Général, l'hélicoptère est prêt. Nous devons partir. Walter Reed a une équipe qui vous attend et les toxines présentes dans votre organisme doivent être éliminées par dialyse dans les 2 heures. » « Je suis prêt, » dit Holloway, « mais je ne sortirai pas par la porte arrière. »« Monsieur, » demanda Sterling nerveusement. « Je veux sortir par l'avant, » ordonna Holloway, « et je veux une escorte. » 10 minutes plus tard, les portes automatiques des urgences s'ouvrirent. La pluie avait complètement cessé, laissant le trottoir scintiller sous le soleil levant. La lumière frappait l'asphalte humide, transformant l'entrée de l'hôpital en miroir. 2 marines poussaient le brancard, mais Jeremiah Jenkins marchait en tête, 10 pas devant eux. Elle sortit dans l'air matinal et s'arrêta net. Toute l'allée était bordée de gens. Il n'y avait pas que les militaires. Il y avait aussi le personnel de l'hôpital. À gauche, 24 marines de reconnaissance se tenaient en ligne parfaite, rigides comme des statues. À droite, le personnel de nuit et celui de l'équipe du matin qui arrivait étaient rassemblés. Des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des employés de la cafétéria, des agents de sécurité. Miller était là, sa casquette à la main. Clara était là, essuyant ses yeux. Même l'infirmière grincheuse du 3e étage était là. Lorsque Jeremiah monta sur le trottoir, le silence était absolu.
Le seul bruit était le vrombissement de l'énorme hélicoptère King Stallion qui tournait au ralenti dans le parking, ses rotors fendant l'air. Le capitaine Reed, marchant à côté de la civière, prit d'une inspiration qui sembla doubler la taille de sa poitrine. Reed poussa un cri qui résonna comme un coup de fouet. « Garde à vous !» Les Marines se mirent au garde à vous d'un seul coup, leurs bottes et leur équipement claquant de manière synchronisée. Présentez armes. Les Marines levèrent leurs fusils en un salut net. Mais alors, quelque chose d'imprévu se produisit. Miller, l'agent de sécurité, porta maladroitement la main à son front. Puis le Dr. Park fit de même. Puis Clara. Puis toute la file de civils du personnel hospitalier qui n'avaient jamais défilé de leur vie levèrent la main. Ce n'était pas parfait. C'était irrégulier, désordonné et brouillon. Mais c'était la plus belle chose que Jeremiah ait jamais vue. Il ne saluait pas le général. Il la regardait. Jeremiah sentit sa gorge se serrer. Elle sentit les larmes qu'elle avait retenues pendant 15 ans menacées de couler. Elle avait passé une décennie à se cacher dans l'ombre, convaincue que ses jours utiles étaient révolus. Convaincue qu'elle était une marchandise défectueuse, elle redressa le dos. Elle ignora la douleur dans son fémur. Elle déplaça son poids, verrouilla ses genoux et pendant un bref instant, son boitement disparut. Elle leva la main droite, les doigts à plat et précis, et rendit le salut, lentement, délibérément, parfaitement. Le général fut chargé dans l'hélicoptère. Avant que la rampe ne se referme, Holloway cria par-dessus le vrombissement du moteur. « L'offre tient toujours, Jeremiah, le Pentagone. Dites votre prix. » Jeremiah baissa la main. Elle regarda l'énorme machine de guerre. Puis elle se retourna et regarda l'hôpital. Elle vit Bennett qui observait depuis une fenêtre du 3e étage. Elle vit Clara lui sourire. Elle vit un jeune interne trébucher sur ses propres pieds, se précipitant vers les portes des urgences parce qu'une nouvelle ambulance venait d'arriver. Elle s'approcha de la rampe, se penchant pour que Holloway puisse l'entendre. « Mon prix, c'est la paix, général, » cria-t-elle. « J'en ai assez de la guerre. Mon combat est ici maintenant. Quelqu'un doit apprendre à ses enfants comment poser une voix centrale sans s'évanouir. » Holloway lui adressa un large sourire sincère. « Vous pouvez disposer, Angel 6. Faites-leur vivre l'enfer. » La rampe se referma dans un sifflement. Les moteurs rugirent à pleine puissance, projetant des gerbes d'eau et de poussière. La foule se protégea les yeux tandis que l'énorme machine s'élevait dans ce ciel, virant brusquement au-dessus de la ligne d'horizon de Seattle, en direction de l'est, vers sa base. Jeremiah resta là jusqu'à ce que l'hélicoptère ne soit plus qu'un point dans les nuages. Le vent tomba, le silence revint. Jeremiah, c'était Miller, ça va? Jeremiah baissa les yeux vers sa montre. Elle lissa les plis de sa blouse bleue. Elle ajusta son badge d'identification, celui qui indiquait simplement Jeremiah Jenkins, RN. « Je vais bien, Miller, » dit-elle d'une voix forte, sans plus aucune trace de fatigue. « Mais je crois que j'ai encore 10 minutes de service, et j'ai vu une ambulance arriver. Allons-y. » Elle se retourna et se dirigea vers les portes coulissantes en verre. Thumb lead, thumb slide. Le rythme était le même, mais le sens avait changé. Ce n'était pas le bruit d'un, c'était le bruit d'une lourde ancre qui maintenait le navire stable dans la tempête. Alors qu'elle passait devant le bureau des admissions, le téléphone sonna. Jeremiah décrocha dès la première sonnerie. « Urgence générale de Mercy, » dit-elle. « Ici l'infirmière Jenkins. Comment puis-je vous aider? » Jeremiah Jenkins a prouvé que la véritable force ne réside pas dans la vitesse à laquelle on court, mais dans la capacité à rester immobile. Elle a caché ses médailles pour servir en silence. Mais lorsque le moment est venu, la personne la plus faible de la pièce a été la seule assez forte pour sauver la situation. Quelle histoire! Cela montre bien qu'on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Cette personne discrète que vous ignorez pourrait bien être le héros dont vous avez besoin. Avez-vous déjà été sous-estimé par un patron ou un collègue pour finalement leur prouver qu'ils avaient tort? Plus tard, je veux entendre vos histoires de karma dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de justice et d'identité cachée, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous publions chaque semaine des récits dramatiques inspirés de la vie réelle.